OK. On passe à l'autre sujet. Alors, oui, des questions, hein, bien sûr. Alors, un autre point que nous avons trouvé utile de soulever, c'est la sémiologie. La médecine, la sémiologie dans la médecine, c'est absolument essentiel. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer le trouble de l'érection de manière un petit peu bizarre. D'abord, on considère que c'est une maladie alors que c'est un symptôme et que derrière, il y a plein de maladies différentes possibles. Et puis, c'est un symptôme, mais c'est vrai qu'en interrogeant les patients, j'ai appris à faire ça avec Ronald et Hélène, on obtient énormément d'informations qui permettent ces informations, d'abord de concevoir que la dysfonction érectile a des chances d'être plutôt organique ou plutôt psychogène, ce qui est déjà extrêmement important. Et puis, en ce qui concerne les fuites veineuses, qui sont à nouveau la cause la plus nombreuse des dysfonctions érectiles organiques vasculaires, eh bien, la question posée, c'est que est-ce qu'on a la possibilité, à travers des questions, d'avoir une orientation étiologique au cours d'une première consultation. Alors, c'est quelque chose de très, très important parce que nous avons des patients qui viennent de loin. Alors, on espère que dans quelques années, ils auront tout ce qu'il faut, pas très loin de chez eux, pour être pris en charge. Pour l'instant, c'est pas le cas. Beaucoup viennent de l'étranger aussi, et donc les faire se déplacer, c'est pour eux quelque chose d'important et de compliqué. Et puis, il y a aussi la question de l'organisation, de la prise en charge de ces patients une fois qu'ils arrivent au CETI, puisque au minimum, ils ont une échographie Doppler, ça c'est évidemment la base, mais ils ont après soit un cavernoscanner, soit un angioscanner sensibilisé, éventuellement un électromyogramme. Et il se trouve qu'on ne peut pas, pour des raisons de stimulation pharmacologique, on ne peut pas faire ces examens le même jour, et puis il faut retenir des plages, etc. Donc, cette orientation diagnostique est particulièrement importante. Alors, je vais vous présenter juste des idées tout à fait préliminaires d'un travail que j'espère nous pourrons faire pour répondre à cette question. Ce qu'on sait déjà, c'est que on peut assez facilement discriminer une dysfonction érectile ou un trouble de l'érection qui a de fortes chances d'être principalement psychogène versus principalement ou essentiellement d'origine somatique. Vous connaissez ça probablement maintenant. Une érection qui est troublée lors des rapports avec partenaires, alors qu'il y a des érections matinales et de bonnes érections pendant les masturbations, a quand même de très grandes chances d'être psychogène, jusqu'à preuve du contraire. Mais peut-être Hélène et Ronald voudront commenter ce point. À l'inverse, quand il n'y a pas d'érection matinale et quand il n'y a pas d'érection forte pendant les masturbations, on peut concevoir que l'origine est somatique. Donc déjà, ça c'est une première classification du problème, caractérisation du problème, qui est tout à fait simple, hein, c'est deux questions. Alors, au-delà de ça, alors il y a aussi la résistance aux IPDE5, mais la résistance aux IPDE5, c'est un petit peu compliqué, puisque l'absence de désir, par exemple, dans un couple un petit peu ancien, eh bien, n'est pas cette absence de désir compensée par les IPDE5, elle l'est par les auto-injections, mais pas par les IPDE5. Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement discriminant. Et puis, il y a des notions qui sont bien connues dans la littérature, mais je trouve, et là aussi, c'est une question que je pose à Ronald et Hélène, mais qui sont peut-être pas très très bien documentées actuellement, qui sont en fait l'importance des variations positionnelles de l'érection dans la sémiologie des fuites veineuses. Alors, sur ce point, on a un questionnaire de consultation qui est est-ce que la force de vos érections est différente selon votre position? Donc le patient répond oui, répond non, je ne sais pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a très peu de je ne sais pas, et la plupart des patients répondent soit oui, soit non.
Quel est alors d'autre part, il y a aussi des patients qui perdent leurs érections au changement de position. Alors tout ça, c'est connu comme étant potentiellement associé aux fuites veineuses. En fait, on a, si on regroupe ce que vous voyez en vert et qui serait très évocateur de fuites veineuses profondes, voici ce qui serait éventuellement la base du diagnostic. C'est-à-dire, si il y a une variabilité de la dureté selon la position, s'il y a une perte au changement de position, s'il y a une constance du symptôme, c'est aussi extrêmement important. Hein, si le patient, maintenant je demande, est-ce qu'il vous arrive pendant une semaine d'avoir d'excellentes érections ou très bonnes érections et puis après pas d'érection? Donc dans les fuites, dans les dysfonctions organiques, la réponse c'est constant. Donc quand on conjugue variabilité de la durée, perte au changement et ou perte au changement de position, constance du symptôme. Si en plus c'est un homme qui dit qu'il a des problèmes d'érection pratiquement depuis l'adolescence ou en tout cas adulte jeune, on va faire le calcul, mais j'ai regardé un petit peu à la louche, la valeur prédictive positive pourrait être de l'ordre de 90%. Ce qui c'est à confirmer, ce qui serait important. Alors, quelle est la limite méthodologique, et là, il faut qu'on réfléchisse ensemble, c'est que dans mon les patients que vous m'envoyez, il y a quelques artériels qui servent de contre-exemple, c'est-à-dire que les artériels décrivent bien que leur trouble de l'érection est indépendant de la position. Mais j'en ai pas beaucoup, ce qui fait qu'en termes de statistiques, on va se retrouver avec 180 malades ayant des fuites veineuses, et enfin, j'exagère peut-être, et puis 40 ou 30 artérielles, donc il risque d'y avoir un déséquilibre. Ronald. Il ne faut pas les comparer à des artérielles. C'est une population sans doute différente. Il faut les comparer à des psychologiques, puisque ces gens-là, enfin des psychogènes, puisque ces gens-là sont qualifiés depuis 20 ans, en général, en moyenne de 10 à 20 ans, de psychogènes, il faudrait pouvoir les comparer à des vrais psychogènes, non pas à des malades avec facteurs de risque vasculaire, c'est un autre domaine. Et vous en recevez beaucoup des psychogènes en consultation? Oui, on a un critère très simple, c'est que ceux à qui on fait un test d'érection pharmacologique, ils ne fument pas. Nous, on sait si les malades fument ou ne fument pas. Grâce au test pharmacologique, c'est un critère. C'est les 10 ou 20% qui, lors du pharmaco-écodoppler, font une érection qui nécessite 2 ampoules d'éthyléphrine et parfois même un drainage. Alors, j'en ai quand même, hein. Oui, j'en ai, bien sûr. Alors, nous, on a le questionnaire avec les questions le Q30 est avec ces 4 symptômes, sans doute, il faut que je vérifie, qui sont inscrits en vert d'ailleurs dans le questionnaire. Il est facile de les reprendre et de regarder combien de fois, etc. Ou de faire une étude, de décider à partir de demain, après-demain, comment ces 4 signes se retrouvent avec fuite veineuse ou sans fuite veineuse ou de temps en temps avec fuite veineuse. Ça, Sandrine le fera très bien, hein, il n'y a aucun problème. Mais c'est effectivement, ta suggestion est très bonne. Alors, l'élément le plus important quand on réinterroge les malades, moi je les revois en synthèse, l'autre jour, je ne sais pas pour dire que c'est constant, mais l'autre jour, par exemple, je réinterrogeais un patient qu'on aura peut-être le temps de vous présenter, qui a passé 20 ans à entendre que sa dysfonction érectile était d'origine psychogène. Il était désespéré, puis il a eu la chance de tomber sur une femme à la fois intelligente et amoureuse
qui a dit « ton problème, on va le résoudre ». Et c'est elle qui a fait la démarche, qui a trouvé le CETI, et il est arrivé, si on a le temps de voir le dossier, vous verrez, il a 3 fuites, malheureusement une par le fond du corps caverneux d'ailleurs, et en le réinterrogeant, eh bien, on va retrouver la constance du symptôme depuis l'adolescence, qui n'est pas forcément racontée, parce que dans l'adolescence, le type, il a des érections, il se masturbe, ça fonctionne bien. Les premiers rapports, comme les artères, débitant qu'elles peuvent, elles compensent la fuite veineuse, et puis ça commence à se démasquer au bout de 10 ans. Ça c'est très parlant. Donc il faut réinterroger les patients pour savoir si cette constance du symptôme depuis longtemps existait même à minima avant, parce que ça c'est très pathognomonique, si j'ose ainsi m'exprimer, d'une possible fuite caverno-veineuse. Tu voulais ajouter quelque chose, Hélène? Non. Ah bon, je croyais. Oui, c'est bien. Les conséquences pratiques de ça seraient assez considérables parce que c'est des choses qu'on pourrait diffuser parmi les connaissances médicales de sémiologie importantes et de base. Et je veux dire que dans notre expérience par Internet, en fait, la diffusion de ces signes permet à beaucoup de patients, enfin d'hommes, de reconnaître leur pathologie. Et c'est l'une des raisons pour lesquels ils s'adressent au CETI. En fait, grâce à ces signes, à l'énoncé de ces signes, les patients reconnaissent eux-mêmes leurs problèmes et donc cherchent secours. Donc, c'est aussi un moyen d'informer la population générale de l'existence de cette maladie et de la manière de la détecter. OK. Questions, des suggestions sur tout ça? Et pour nous, les échodoppléries, ça permet aussi de savoir quel type de test tu fais initialement, savoir comment tu orientes le patient. Donc ça, tout à fait. Absolument. Très bien. OK, merci. Merci Eric, merci bien.